Je maintiens que l'épisode précédent était assez inutile. Donc oui, ça se poursuit un petit peu sur ce qu'on a vu. Nos héros sont dans les ruines, tandis que Tao, qui a traduit une partie à nouveau des runes Maya, je ne sais comment il a réussi, mais il a réussi à traduire ça, a compris aussi que une des réponses était dans le masque de Jade sur le mur. Donc il n'a pas dit à Mendoza, etc. Il le dit juste à ses deux amis enfants. Et il veut se rendre à nouveau dans cette salle parce que oui, je pensais qu'elle s'était effondrée ou quoi que ce soit, mais non, c'était juste un piège qui s'est activé. Mais la salle va bien. Donc c'est pas une autodestruction. Ok, très bien. Je retire ce que j'ai dit à ce niveau-là. Et donc oui, il décide de s'y rendre sans attirer l'attention de Mendoza et compagnie pour lire un petit peu le masque de Jade. Et dans les yeux rubis de ce masque, il y a des instructions pour appuyer deux stèles précises du mur. Ce qu'ils font, ce qui amène à une salle souterraine, enfin ça ouvre une salle souterraine avec des tas d'espèces d'écrans lumineux, de spots lumineux avec un truc qui ressemblait vaguement à un bureau au bout. Ça m'a trop rappelé dans la façon dont c'est agencé l'endroit où vit l'architecte dans Matrix 2. Je me suis dit, waouh, est-ce que l'architecte va apparaître là? Tellement c'était agencé comme ça, je trouvais. Oh, enfin bref. Ouais, c'est pas vraiment un bureau, c'est une espèce de grand coffret qui ressemble vaguement à une tombe, semble-t-il. J'avais pas trop eu trop cette impression-là. Et ça contient d'une part une statue de pierre sans intérêt, hein, une espèce de pseudo-Bouddha, j'avais l'impression, avec un début de parchemin, et un parchemin déchiré en deux, donc ils ont qu'une moitié de parchemin. Et donc maintenant qu'ils ont trouvé ça, ils se barrent. Seulement voilà, pendant tout ce temps-là, Mendoza et compagnie n'ont pas fait grand-chose, mais ils ont été assaillis par tout un groupe de locaux qui sont menés par un espèce d'esclavagiste qui se fait surnommer le docteur, il s'appelle Fernando je sais plus quoi, on va dire le docteur pour pas s'embêter, et une espèce de secrétaire associé qui s'appelle Marinche. Alors, le docteur est complètement blanc. Il travaille pour Cortés, un autre conquérant d'Amérique latine, qui lui aussi s'est fait beaucoup d'or en plus de Pizarro. C'est bien de montrer qu'il y a cette concurrence-là. Donc il a travaillé pour Cortés, il me semble que Cortés est censé être mort à ce moment-là donc. Et il y a aussi Marinche, donc ça a l'air d'être une native du coin qui a voulu profiter de l'occasion pour se ranger du côté des Blancs, pour se faire de l'argent. C'est une grande opportuniste matérialiste sur le principe. Et on sent que ça va être des persos récurrents, surtout Marinche, quoi. C'est clairement la femme fatale, un peu garce, qui a de quoi être très intéressante. Donc c'est bien d'introduire de nouveaux méchants comme ça, de les lier à un autre personnage de conquérant. C'était une très bonne idée, donc c'est bien fichu. Et donc on peut pas faire grand chose contre eux parce qu'ils manipulent toute une peuplade d'Indiens du coin. Je dis Indien, je m'excuse, c'est pas vraiment le terme. Je sais pas, c'est des Incas ou des Mayas ou c'est autre chose. Je m'excuse, enfin, c'est les indigènes, voilà, les indigènes du coin. C'est plus pratique, c'est plus général, ça passe, ça marche, ça marche. Donc, ouais, alors ils sont tout seuls et pourtant, en étant tout seuls, ils arrivent à manipuler tout ce monde-là. Et donc oui, nos héros ne font pas long feu, ils se font capturer sans trop de problèmes. Ils prennent la moitié de parchemin que Tao a trouvé et la complètent avec la première moitié qu'ils avaient déjà en leur possession, je ne sais comment, mais ils l'avaient déjà. Au passage, Marinche avait deviné où ils ont trouvé le morceau de parchemin, mais en grand détail, c'est-à-dire à quel endroit ils l'ont trouvé, en gros ce qu'ils ont dû faire grâce au masque de Jade, tout ça. En disant ouais, c'est comme le disait la prophétie, c'est ça qui s'est passé. Des fois, les prophéties peuvent être super précises, des fois. Pourquoi ça peut pas être tout le temps le cas? Ce serait cool. Malheureusement, c'est pas tout le temps le cas. Donc, ouais, ils reprennent le parchemin. Plus un vase que transportait Tao dans son baluchon. Alors, ce serait cool qu'on m'en prenne parce que j'ai vraiment aucun souvenir de ce vase. Voilà, donc depuis tout ce temps, Tao dans son baluchon avait un vase en or qui est très important
pour je ne sais quelle raison, je ne vous cache pas. À nouveau, n'hésitez pas à me reprendre parce que je n'ai vraiment aucun souvenir de ce que Vaz est censé représenter. Hein. Est-ce que ça a été introduit avant? Je sais pas. J'en ai aucune idée là, parce que j'essaie de me remémorer tous les épisodes d'avant. J'ai pas souvenir. J'ai à peine souvenir qu'on ait évoqué un vase en or. J'ai même pas souvenir qu'on ait évoqué un vase en or, et donc encore moins d'une quelconque importance que ça pouvait avoir. Donc, est-ce que c'est un truc qui nous est balancé tout de suite comme ça? Genre, ah, il y avait un mystère par rapport à ce baluchon que je ne savais pas, parce que oui, il se coltine ce baluchon depuis le début, hein, depuis qu'il est là, Tao. Donc, ouais, c'était un peu bizarre. N'hésitez pas à me reprendre si j'ai loupé quelque chose. Mais ouais, donc il lui pique ce vase en or et ça a l'air de l'agacer beaucoup, de l'irriter beaucoup, Tao, parce que c'est très important pour lui. Et donc, ils sont tous enfermés, ligotés, etc. Mais grâce à Pichou qui vient pour sauver la situation, ils arrivent à se libérer. Et avant de se barrer, ils se voient un petit peu obligés de suivre Tao, surtout Esteban et Zia, pour reprendre le vase d'or, parce que pour lui c'est super important, etc. Et à nouveau, j'ai toujours un problème avec ça, étant donné que ça, j'ai pas l'impression que ça a été vraiment introduit avant. Mais à nouveau, hein, peut-être que ce sera bien poursuivi après, peut-être qu'on expliquera bien l'importance de ce vase, donc c'est pas comme si c'était quelque chose qui me gênait horriblement. C'est juste histoire de dire sur le coup, ça me laisse un peu perplexe. C'est tout, c'est tout. Donc oui, pendant qu'ils vont chercher le vase, ils se font bêtement repérer. Ce qui est une des scènes d'action les plus maladroites de la série jusqu'à présent. Vraiment, parce que j'ai... Donc ouais, c'est un jeu de attrape le vase pour pas qu'il tombe entre leurs mains, mais pourtant, en se passant le vase, ils sont quand même attrapés. C'est-à-dire, il y a Esteban qui se fait prendre sous tout un tas de soldats, donc normalement il ne devrait pas pouvoir se barrer. Il y a Zia qui se fait attraper dans les bras d'un autre gros soldat, et pourtant après on les voit s'en sortir comme ça, alors qu'ils devraient être capturés et ne plus pouvoir bouger. Ça c'est le truc de base déjà de la chose, mais là encore c'est rien. Donc, malgré le fait qu'Esteban et Zia, alors qu'ils devraient être capturés, ne sont pas capturés, ils sont quand même dans une impasse, ils sont encerclés, etc. Et ils s'apprêtent à être un peu fouettés par le docteur, oui, parce que le docteur, il a vraiment cette manie du fouet, quoi. C'est son truc, le fouet, hein, à fond. Ils sont sauvés par Mendoza, là, à nouveau, dans un moment d'action que j'ai trouvé très maladroit, quoi. Je veux dire, Mendoza arrête le fouet, et juste après, Esteban et ses amis peuvent se barrer. Ils sont censés être encerclés par les autres. Les autres ne réagissent pas une seconde. Pas une seconde. Et c'est après ça, que Mendoza les menace d'étrangler le docteur, hein, avec son fouet, parce que son fouet s'est entouré. Alors, je sais pas, ce que je vous montrerai l'image certainement. Il s'est entouré de là à là. Et donc s'il tire, ça l'étouffera. Donc j'ai déjà du mal à croire que ça puisse étouffer quelqu'un de forcer ce truc-là. Ça pourrait peut-être lui disloquer le bras ou quelque chose, mais c'est pas au niveau d'étouffer quelqu'un, je trouve. Mais bon, là je suis pas un spécialiste, c'est pas impossible que je me trompe. Cela étant, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il pourrait facilement lâcher son bout de fouet le docteur, et à ce moment-là, il aurait pas de quoi l'étouffer, Mendoza. Il peut très bien défaire le truc de son côté, le docteur. C'est quoi cette menace de merde? Ça n'a aucune logique pour moi. Donc ouais, cette action était super forcée pour donner une excuse afin qu'Esteban et compagnie puissent se barrer. Hein, et je sais pas, c'était pour faire ça, il fallait pas qu'ils se fassent repérer dès le départ, je trouve. C'est tout. Alors qu'ils se fassent repérer, mais en se faisant repérer, ils aient vraiment de quoi se barrer sans qu'il y ait cette espèce de combat super, super maladroit. Parce que voilà, ça n'avait pas une grande crédibilité pour moi. Enfin bon, ça change rien en fait que Esteban et compagnie finissent par se barrer. Il y a Face de Singe et Béguilleur qu'ils ont attendu, mais qui partent pas avec eux parce qu'ils attendent Mendoza. Donc il y a une nouvelle situation où nos deux groupes sont un peu séparés, qui à nouveau est aussi forcé, je trouve, mais un petit peu moins que dans il y a une quinzaine d'épisodes, c'est déjà un peu mieux. Néanmoins, c'était correct, c'était pas extraordinaire, mais c'était correct. La nouvelle menace qui est
qui est introduite et très intéressante, notamment avec le personnage de Marinche qui peut promettre pas mal de choses. Donc j'espère vraiment qu'elle va être très intéressante dans la suite et qu'elle saura vraiment briller, ce personnage de nouveau méchant. Et ouais, il y avait pas mal de moments de tension intéressantes. On faisait pas mal progresser le mystère par rapport à ce parchemin qu'ils ont trouvé. C'était pas mal. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit au début de cette vidéo, c'est-à-dire que ouais, l'épisode précédent était assez inutile. Je pense qu'on aurait pu facilement regrouper ces deux épisodes en résumant, enfin en raccourcissant très facilement ce qu'on a vu dans l'épisode 1, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait à montrer, enfin l'épisode 1, l'épisode précédent, l'épisode 23, qu'est-ce qu'il y avait à montrer en gros? Que le Condor se pose sur une grotte, qu'il y a des ruines à explorer, et qu'il y a une légende sur un masque de jade. C'est tout. Ce truc aurait pu être fait en 3-4 minutes. 3-4 minutes. On aurait pu montrer le Condor se poser en l'espace d'une minute de force dans cette grotte. Vous auriez pu enlever pas mal de pseudo-mystères avec cette mousse qui louit, etc. Qui n'apporte rien, ça sert juste de remplissage, c'est clair et net. Et faire juste en sorte qu'il découvre les ruines direct, qu'il tombe assez vite sur cette espèce d'endroit où il y a le masque de jade en cherchant, et que via une raison quelconque, Mendoza et compagnie ne sont pas là, restent monter la garde dehors pour telle ou telle raison, et puis paf, à ce moment-là, on aurait Tao qui voit quelque chose dans les yeux du masque là et on aurait poursuivi sur la suite de ce que l'épisode que cet épisode 24 a montré et ça aurait été tout aussi bien, tout aussi efficace. Je reviens sur ce que j'ai dit, l'épisode précédent était beaucoup trop long, beaucoup trop de remplissage pour pas grand chose et ouais, ça a amené un pseudo début de quelque chose qui n'avait pas besoin d'autant de temps pour être amené. Donc voilà, je n'ai pas changé d'avis sur l'épisode 23, c'est pas un bon épisode. C'est pas un épisode affreux, mais c'est pas un bon épisode. Celui-ci est bien, il est correct. Voilà, pas un épisode grandiose, mais ça introduit pas mal de bonnes choses. Donc on verra ce qui se passe par la suite. À très bientôt pour l'épisode 25. Bye!